On dit que la patience est une vertu. Je l'ai appris en gérant un club de golf où des millionnaires piquent des crises pour des putts d'1 mètre, mais rien ne m'avait préparé à la nuit où l'ami de ma femme s'est levé lors de notre gala de charité et m'a remercié d'être inconscient. Une seule phrase de ma part a glacé toute la salle. Mon nom est Malcolm Bradford. J'ai 44 ans et je suis le directeur du Pinehurst Ridge Golf Club depuis 11 ans. C'est une belle vie de gérer un club privé où avocats et médecins viennent oublier leur stress pendant 18 trous. Je connais chaque membre par son nom, chaque conjoint, chaque enfant qui a appris à manier un club sur notre practice. Je pensais connaître ma femme aussi. Allison et moi sommes mariés depuis 8 ans. Elle a amené 2 enfants dans notre mariage, William et Anna, de son premier mari, Scott. Il était une épave à l'époque, noyant leur mariage dans l'alcool jusqu'à ce qu'elle le quitte enfin. J'ai pris le relais quand William avait 12 ans et Anna 9. Je suis devenu le père dont ils avaient besoin. J'ai appris à William à lire un green, à serrer la main avec confiance. J'ai aidé Anna avec ses devoirs d'algèbre. Je la conduisais à son entraînement de volley-ball tous les mardis et jeudis. Ils m'ont appelé papa en moins de 6 mois. La soirée était censée être une célébration. Le gala de collecte de fonds annuel de Pinehurst Ridge. Tenue de soirée. 200 invités. Le champagne coulait à flots sous les guirlandes lumineuses sur la terrasse principale. Je l'avais organisé moi-même, dans les moindres détails. Allison était éblouissante ce soir-là dans une robe bleu marine qui captait la lumière à chacun de ses mouvements. Je me souviens avoir pensé à quel point j'étais chanceux. Kyle Harrison était là. Il avait rejoint le club il y a 2 ans, un directeur des ventes en vue qui jouait avec un handicap de 12 et avait toujours une histoire qui s'éternisait. Allison s'était lié d'amitié avec lui via le comité des événements. Ils travaillaient ensemble à la planification de tournois, de ventes aux enchères caritatives. C'est juste un ami, m'avait-elle dit plus d'une fois. Ne sois pas jaloux, Mal, je n'étais pas jaloux. J'étais aveugle. Le toast est venu après le dîner. Pendant la partie vente aux enchères de la soirée, Kyle s'est levé, son verre levé, un sourire étudié sur le visage. Je veux rendre hommage à quelqu'un de spécial ce soir, annonça-t-il, sa voix portant sur toute la terrasse. À Malcolm, notre intrépide directeur de club, qui, d'une manière ou d'une autre, ne sait pas que sa femme me consulte en privé depuis des mois. Les rires ont commencé, incertains, comme si les gens ne savaient pas si c'était une blague. Puis ils se sont complètement éteints. On pouvait entendre la fontaine derrière nous. L'eau ruisselant sur la pierre. La fourchette de quelqu'un a cliqueté contre la porcelaine. Le visage d'Allison est devenu blanc. Je n'ai pas crié, je n'ai pas donné de coup de poing. Je me suis simplement levé lentement, j'ai posé mon verre avec soin et j'ai regardé Kyle droit dans les yeux. Merci de confirmer tout ce que j'avais besoin de savoir, ai-je dit, d'une voix égale et froide. Puis je me suis tourné vers Allison. William est au courant. Il m'a montré les captures d'écran il y a 6 mois. Un seul geste. C'est tout ce qu'il a fallu. La salle est devenue silencieuse. Ma femme s'est figée, son expression passant du choc à l'horreur, puis à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Elle a su alors que j'avais eu 10 coups d'avance depuis le début. J'ai quitté cette terrasse avec ma dignité intacte et je n'ai jamais regardé en arrière. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. Je ne pouvais pas supporter l'idée de dormir sous le même toit où elle avait probablement répété ses excuses. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au club, je suis entré dans mon bureau et je me suis assis dans le noir, regardant les enregistrements de sécurité que j'avais extraits des semaines auparavant. Des images d'Allison et Kyle dans le parking après une réunion de comité, se tenant trop près, sa main dans le bas de son dos. Rien d'explicite, mais suffisant. C'est toujours suffisant si vous savez ce que vous cherchez. Mon téléphone a commencé à sonner vers minuit. Allison, 15 fois. Puis William a appelé. Papa, où es-tu? Sa voix était tendue d'inquiétude. Je suis au bureau, mon fils. Je vais bien. Maman pète les plombs. Elle pleure, elle dit que tout est un malentendu. Il a fait une pause, et j'ai entendu la colère sous ses mots. Je lui ai dit que je t'avais donné ces captures d'écran. Elle a essayé de dire que j'avais violé sa vie privée. Tu y crois, ça? J'y croyais. Quand les gens se font prendre, ils réécrivent les règles pour se faire passer pour la victime. William, écoute-moi. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais. Sa voix s'est raffermie.
Mais Anna panique. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Maman ne veut pas lui dire la vérité. Je parlerai à Anna demain. Essaie de dormir. Tu rentres? Pas ce soir. J'ai raccroché et j'ai regardé sur mon bureau le cadre photo que j'avais retourné il y a 3 mois. C'était de notre jour de mariage. Allison en blanc, moi en costume gris, William et Anna debout entre nous. Nous ressemblions à une vraie famille. Peut-être que nous l'étions pendant un certain temps. Mais quelque part en chemin, elle a décidé que je n'étais pas assez. Le soleil s'est levé sur le 18e trou, des teintes roses et dorées se propageant sur le parcours. J'avais toujours aimé cette vue. La façon dont la rosée du matin faisait scintiller le fairway comme du verre. J'ai fait du café dans la cuisine du clubhouse. J'ai vérifié mes emails. Il y en avait déjà un de mon avocat. Envoyé à 6h30. Objet, document prêt pour examen. Je l'avais contacté il y a 2 mois. Juste après que William m'ait tout montré. Des captures d'écran de textos entre Allison et Kyle parlant de se voir. Des blagues privées, des messages qui franchissaient toutes les limites qu'une personne mariée ne devrait pas franchir. Rien de physique que je pouvais prouver, mais l'infidélité émotionnelle était claire comme le jour. Mon avocat avait rédigé un accord de séparation, la division des biens, les arrangements de garde. Tout ce dont j'avais besoin pour me protéger, moi et les enfants. Ce qu'il y a de drôle quand on est directeur d'un club de golf, c'est qu'on apprend la patience. On regarde les membres jeter leur club après de mauvais coups, quitter les parcours en trombe, perdre leur sang-froid pour un putt d'1 mètre. Puis on regarde les bons joueurs, ceux qui prennent une profonde inspiration, évaluent la position de la balle, choisissent le bon club et exécutent. C'est ce que je faisais depuis 6 mois. J'évaluais, je planifiais, je me préparais. Allison se croyait maline, supprimant les textos, effaçant son historique d'appels. Elle ne savait pas que j'avais ajouté un logiciel de surveillance à notre forfait téléphonique après mon premier soupçon. Légal, puisque j'étais le titulaire du compte. Tout ce qu'elle supprimait, je le voyais. Chaque appel à Kyle, chaque message sur leur déjeuner et leur rendez-vous café, je les documentais. Vers 8h, mon directeur adjoint, Louis, est arrivé et m'a trouvé assis à mon bureau dans mon smoking de la veille. Patron, vous avez une sale mine. Il a posé un burrito de petit déjeuner sur mon bureau. La nouvelle de la nuit dernière se répand déjà. Les membres en parlent. Laisse-les parler. Kyle Harrison a essayé d'appeler ici ce matin, 2 fois. Je ne lui ai pas passé l'appel. Bien. S'il se présente, demandez à la sécurité de l'escorter hors de la propriété. Il est banni du club. Louis a haussé les sourcils. Vous pouvez faire ça? Je suis le directeur. Le règlement intérieur du club me donne le pouvoir de révoquer une adhésion pour un comportement préjudiciable à la réputation du club. Ce qui s'est passé hier soir est qualifié. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti le dossier de membre de Kyle et je lui ai envoyé une lettre recommandée. Adhésion résiliée. Effet immédiat, aucun remboursement de ses cotisations annuelles. Louis a souri. Mec, vous ne rigolez pas, plus maintenant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Allison. J'ai laissé le répondeur se déclencher. J'ai regardé la notification apparaître. J'ai écouté son message sur haut-parleur. Mal, s'il te plaît. Nous devons parler. Je sais ce que ça a l'air, mais tu as tout faux. Kyle était juste stupide. C'était une blague. Il n'y a rien entre nous. S'il te plaît, rentre à la maison. Anna te réclame. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée à la fin. Les larmes étaient évidentes. Il y a 6 mois, cela m'aurait brisé. Maintenant, ça sonnait juste comme du bruit. J'ai supprimé le message et je suis retourné au travail. 3 jours après le gala, j'étais assis en face de mon avocat dans son bureau du centre-ville. Robert Hutchkin pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans, il avait géré plus de divorces que je ne pouvais en compter. Il a fait glisser un dossier épais de documents sur son bureau en acajou. Vous avez été minutieux, dit-il, impressionné. La plupart des clients viennent me voir émus et non préparés. Vous avez des relevés bancaires, des factures de téléphone, des titres de propriété, tout organisé par date. J'ai eu 6 mois pour me préparer, ai-je répondu. Une fois que William m'a montré ses captures d'écran, je savais que ce jour viendrait.
Robert a feuilleté le contrat de mariage qu'Alison et moi avions signé il y a 8 ans. À l'époque, j'étais propriétaire de la maison, j'avais des investissements de mes années de travail dans l'hôtellerie d'entreprise avant de prendre le poste de directeur du club. Le contrat protégeait mes biens apportés au mariage. Tout ce qui était acquis pendant le mariage serait partagé à 50-50e, sauf si une des parties violait la clause d'infidélité. Cette clause est solide, a déclaré Robert en tapotant la page. Si nous pouvons prouver l'infidélité émotionnelle, même sans preuve physique, vous gardez tout, la maison, les comptes d'investissement, le Volvo qui est à votre nom. Et les enfants? William a 20 ans, donc la garde n'est pas un problème. Anna, 17 ans, en Caroline du Nord. À son âge, le juge tiendra fortement compte de sa préférence quant aux arrangements de vie. J'ai hoché la tête, sachant déjà qu'Anna me choisirait. Elle avait à peine parlé à sa mère depuis la fête. Alison avait essayé de faire passer ça pour un malentendu, mais Anna n'était pas stupide. Elle avait vu le visage de sa mère quand j'avais mentionné les captures d'écran. Il y a autre chose, a poursuivi Robert. La demande d'adoption que vous avez déposée il y a 4 mois pour l'enfant du Texas. Ma poitrine s'est serrée. Mia, 8 ans, des yeux bruns, un sourire avec les dents du bonheur sur chaque photo que l'agence avait envoyée. Je lui écrivais depuis des mois, lui envoyant des dessins et des livres, planifiant comment nous allions transformer la chambre d'amis en sa chambre. L'agence a suspendu la demande lorsqu'ils ont appris la séparation, a dit doucement Robert. La loi de l'État exige un environnement familial stable pour les adoptions hors de l'État. Tant que votre divorce ne sera pas finalisé et que vous ne pourrez pas prouver un logement et un revenu stable en tant que parent célibataire, la demande est en attente. Je me suis adossé, sentant quelque chose se tordre dans mon ventre. Mia attendait déjà depuis 3 ans dans le système de famille d'accueil. Maintenant, elle attendrait plus longtemps parce qu'Alison n'avait pas pu respecter ses vœux de mariage. Combien de temps jusqu'à la finalisation? Si elle ne conteste pas, 6 à 8 mois. Si elle se bat, ça pourrait être 1 an, peut-être plus. Elle contestera, ai-je dit doucement. Pas parce qu'elle veut rester mariée, mais parce que sa fierté ne la laissera pas perdre. Robert a hoché la tête, sans surprise. Alors nous nous préparons pour la bataille. Cet après-midi-là, je suis allé à la maison pendant qu'Alison était au travail. William m'avait texté que la voie était libre. Je devais emballer des vêtements, des documents, des objets personnels. Le plan était de rester dans un hôtel longue durée près du club jusqu'à ce que je trouve un appartement. Anna était à la maison, censée être à l'école, mais elle était assise dans la cuisine avec les yeux rouges et une tasse de thé. Papa. Elle s'est levée rapidement. Elle est venue et m'a serré fort dans ses bras. Et, ma belle. Je l'ai tenue, la sentant trembler légèrement. Ça va? Non. Elle s'est reculée, a essuyé ses yeux. Maman n'arrête pas d'essayer de me parler, mais je ne peux même pas la regarder. C'est elle qui a fait ça. Elle a tout gâché. Anna, écoute-moi. Ce qui s'est passé entre ta mère et moi, c'est une affaire d'adulte. Tu n'as pas à choisir de camp. Mais je choisis. Sa voix était ferme. Plus vieille que ses 17 ans. Je te choisis. C'est toi qui as été là. C'est toi qui voulais vraiment être ici. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle balle de golf dans les côtes. Je l'ai de nouveau serré contre moi, j'ai embrassé le sommet de sa tête. Je prends un appartement, ai-je dit. 2 chambres, une pour toi, quand tu le voudras. Je la veux maintenant. Je veux emménager avec toi. Attendons que les choses se règlent légalement. D'accord? Mais je te promets que tu auras une place avec moi. Elle a hoché la tête contre ma poitrine. Et Mia? Alors elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Nous avions parlé des plans d'adoption aux 2 enfants. Nous leur avions fait choisir des peluches à lui envoyer. En attente pour l'instant, mais je ne l'abandonne pas, bien. Anna a reculé, une détermination farouche dans les yeux. Elle mérite une vraie famille, et toi aussi. J'ai fait 2 valises de vêtements, j'ai pris mon ordinateur portable et des dossiers importants du bureau à la maison. Avant de partir, je me suis arrêté dans le salon, j'ai regardé les photos de famille sur la cheminée. Une de notre mariage, une autre du 16e anniversaire d'Anna, de la remise des diplômes de William. Tous souriants, tous des mensonges construits sur des fondations qui se fissuraient déjà. J'ai laissé les photos où elles étaient et je suis sorti.
Les nouvelles se sont répandues rapidement dans une communauté comme la nôtre. Pinehurst Ridge n'était pas seulement un club de golf. C'était un centre social où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. À la fin de la semaine, mon téléphone était plein de messages. Certains de soutien, certains à la recherche de ragots, certains prétendant maladroitement que rien ne s'était passé. L'appel le plus inattendu est venu de Scott Daniels. Malcolm, c'est Scott. William m'a donné ton numéro. J'espère que ça ne te dérange pas. Je me suis garé sur le parking de l'hôtel. Moteur toujours en marche. Oui, c'est bon. J'ai entendu ce qui s'est passé au gala. Je suis désolé, mec. Venant de lui, l'ex-mari d'Allison, le père qui avait disparu dans la dépendance et laissé ses enfants derrière lui. C'était étrange, mais Scott était sobre depuis 5 ans maintenant. Remarié à une femme nommée Beth, travaillant comme conseiller dans un centre de désintoxication. William avait renoué avec lui il y a 2 ans, prudemment au début, puis plus ouvertement. Merci, ai-je dit avec précaution. Écoute, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais tu as été plus un père pour mes enfants que je ne l'ai jamais été. William parle de toi tout le temps. La façon dont tu as été présent, la façon dont tu t'en es vraiment soucié. Ça compte. J'avais la gorge serrée. Ce sont de bons enfants. Facile d'être là pour eux. Non, ce sont de bons enfants parce que tu leur as fait sentir qu'il valait la peine qu'on soit là pour eux. Il a fait une pause. Je les ai laissés tomber. J'ai laissé tomber Allison. J'ai perdu des années que je ne peux pas récupérer. Mais tu leur as donné la stabilité quand je ne le pouvais pas. Quoi qu'il arrive avec ce divorce, ces enfants savent qui est leur vrai père. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps sur le parking, à digérer cette conversation. Scott Daniels, le fantôme du passé d'Allison, était devenu un homme meilleur que je ne l'avais cru. Pendant ce temps, je vivais dans une chambre d'hôtel avec 2 valises et un mariage qui avait implosé. Le coup suivant est arrivé 3 jours plus tard. J'étais dans mon bureau en train d'examiner les demandes d'adhésion quand Louis a frappé à la porte, son expression sombre. « Patron, on a un problème. Allison est ici sur le parking avec Kyle. » Je me suis levé, chaque muscle se tendant. « Quoi ?» Ils se disputent bruyamment. Les membres le remarquent. Je suis sorti vers l'entrée principale, je les ai vus près de la Mercedes de Kyle. Allison gesticulait sauvagement, le mascara coulé, sa voix portant sur l'asphalte. Kyle avait les mains en l'air, sur la défensive, reculant. « Tu as dit que c'était juste du flirt », a crié Allison. « Tu as dit que ça ne voulait rien dire. » Ça ne voulait rien dire. Jésus, Allison, c'est toi qui n'arrêtais pas de m'envoyer des textos. Plusieurs membres s'étaient arrêtés, faisant semblant de vérifier leur sac de golf tout en écoutant manifestement. C'était un désastre. Je suis sorti, ma présence les arrêtant tous les deux en pleine phrase. « Allison, tu dois partir maintenant. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux fous. « Mal, s'il te plaît, nous devons parler. » Il m'a menti. Il a fait comme si ce n'était rien, mais maintenant tout le monde pense que je suis une sorte de... « Tu as fait ton choix, ai-je dit, d'une voix égale. Maintenant, vis avec. » Kyle s'est avancé. « Écoute, mec. Ça a dégénéré. Je ne voulais pas que les choses explosent comme ça. C'était juste. Garde ça pour toi. » Je me suis tourné vers Louis, qui m'avait suivi. « Appelle la sécurité. Fais-les sortir tous les deux de la propriété. Mal, s'il te plaît. » Allison a attrapé mon bras. J'ai doucement retiré sa main. « Recule. Tu n'es pas membre ici, Allison. Tu n'as aucune raison d'être sur le terrain du club. Si tu veux parler, passe par mon avocat. » Son visage est passé de la supplication à la colère. « Tu vas vraiment faire ça? Jeter 8 ans par la fenêtre pour un malentendu? Tu les as jetés par la fenêtre la première fois que tu lui as envoyé un texto que tu ne voulais pas me montrer. » La sécurité est arrivée. 2 gars que j'avais embauchés personnellement. Ils ont escorté Allison et Kyle jusqu'à leur véhicule. Les membres regardaient, chuchotaient. D'ici demain, tout le monde en ville serait au courant. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai fermé la porte de mon bureau et je me suis assis. Mes mains tremblaient, l'adrénaline se déversait dans mon système. Je venais d'humilier ma femme en public.
Je l'avais bannie d'un endroit qu'elle considérait comme sa deuxième maison. Mais j'avais aussi tracé une ligne. Plus de négociations, plus de chance, plus de faux-semblants. Le Volvo XC60, disparaissant de l'allée, a été le premier véritable réveil d'Alison. Je l'avais fait remorquer vers un parking sécurisé un mercredi matin pendant qu'elle était au travail. Légalement mienne, le titre de propriété à mon nom via le programme de leasing de l'entreprise du club. Elle l'avait conduite pendant 3 ans en pensant qu'elle était à elle. Son avocat a appelé le mien dans l'heure. Votre client se montre inutilement vindicatif, a déclaré James Pritchard, selon Robert. Lui prendre son véhicule la laisse sans moyen de transport. Mon client récupère un bien qui lui appartient, a répondu Robert. Elle peut acheter son propre véhicule. Cette même semaine, j'ai découvert quelque chose d'intéressant en examinant nos relevés de compte bancaires conjoints. Le compte montrait des virements réguliers vers un compte que je ne reconnaissais pas. De petites sommes, 50 ou 75 $ chaque semaine depuis 8 mois. J'ai appelé la banque, fourni mon identification en tant que co-titulaire du compte, et obtenu les informations de routage. Les virements allaient à Kyle Harrison. Je suis resté assis dans ma chambre d'hôtel, fixant les relevés, faisant le calcul. Près de 2500 $ en 8 mois. Pourquoi ma femme envoyait-elle de l'argent à un homme qui possédait une concession de voitures de luxe et vivait dans une maison d'1 demi-million de $? Robert a déposé une motion pour une divulgation financière complète le lendemain. Si Alison cachait des actifs ou détournait des fonds matrimoniaux quelque part de manière inappropriée, le juge devait le savoir. La découverte a durement frappé Alison. Son avocat a appelé pour demander une réunion d'urgence. Nous nous sommes rencontrés au bureau de Robert un vendredi après-midi. Alison était assise en face de moi, James Pritchard à ses côtés, l'air plus défait qu'en colère. L'argent était un prêt, a dit Alison doucement. Kyle avait des problèmes de trésorerie l'année dernière. Sa concession était en difficulté. J'essayais d'aider. Avec notre argent, ai-je dit sèchement. Sans me le dire. Je savais que tu dirais non. Tu as raison. J'aurais dit non à donner nos économies à l'homme avec qui tu avais une liaison émotionnelle. James est intervenu. Il n'y a aucune preuve d'infidélité physique, Malcolm. Ces transferts, bien qu'inappropriés, ne constituent pas, ne faites pas ça, les jeux coupés, la voix tranchante. N'insultez pas mon intelligence en prétendant que c'était innocent. Elle soutenait financièrement un autre homme tout en mentant à son mari. C'est une trahison. Qu'ils aient couché ensemble ou non. Robert a fait glisser un document sur la table. Nous demandons le remboursement intégral des fonds transférés plus la réaffectation des comptes de retraite conformément à la clause d'infidélité du contrat de mariage. Le visage d'Alison est devenu pâle. Mal, s'il te plaît. Si tu prends tout, je n'aurai rien. Je ne peux pas me permettre un appartement avec mon seul salaire. Tu aurais dû y penser avant de choisir Kyle plutôt que moi. Je ne l'ai pas choisi. Ça n'a jamais été comme ça. C'était juste quelqu'un qui écoutait, qui me faisait me sentir à nouveau intéressante. Tu étais toujours au club, toujours en train de travailler, toujours. Point toujours en train de subvenir à nos besoins, ai-je terminé. Toujours à m'assurer que les factures étaient payées, que la maison était entretenue, que les enfants avaient ce dont ils avaient besoin. C'est ce que font les maris, Alison. Nous sommes présents, nous travaillons, nous n'avons pas le droit de décrocher parce que nous nous ennuyons. Elle a tressailli à ces mots, des larmes commençant à couler. Je n'ai rien ressenti. Il y a 6 mois, ces larmes m'auraient brisé. Maintenant, ce n'était que de l'eau. La réunion s'est terminée avec Robert présentant nos conditions, pleine propriété de la maison pour moi, division du compte de retraite en ma faveur en raison de la clause d'infidélité, restitution de tous les fonds transférés de Kyle Harrison. Et garde partagée d'Anna avec résidence principale chez moi selon la préférence déclarée d'Anna. C'est excessif, a protesté James. Ce sont les conséquences, a répondu Robert. En marchant vers ma voiture après, j'ai senti le poids de tout cela. Je n'étais pas cruel pour le plaisir de la cruauté. Mais je n'allais pas non plus laisser Alison s'en tirer indemne pendant que je ramassais les morceaux seul. Elle avait fait des choix. Maintenant, elle devait vivre avec. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Anna. Maman est venue à l'école à midi en pleurant. Tout le monde regarde. Tu peux venir me chercher plus tôt? J'ai répondu immédiatement. J'arrive.
En conduisant vers l'école, j'ai réalisé que c'étaient les dommages collatéraux que je ne pouvais pas empêcher. Anna était assez grande pour comprendre ce qui s'était passé, mais cela ne rendait pas plus facile de voir sa mère s'effondrer en public. Je me suis garé sur le parking, j'ai trouvé Anna assise sur un banc devant le bureau principal, son sac à dos à côté d'elle. Elle est montée dans la voiture sans un mot, regardant droit devant elle. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle est arrivée en pleurant, disant que tu prends tout, qu'elle va se retrouver à la rue, que je dois rentrer à la maison et la soutenir. La voix d'Anna était tendue de colère. Devant les amis de mon père. Devant tout le monde. Je suis désolé, ma belle. Ne t'excuse pas. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a tout gâché. Anna s'est tournée vers moi, les yeux féroces. Je lui ai dit que je restais avec toi. Qu'elle devait s'occuper de sa propre vie au lieu d'essayer de me faire culpabiliser pour la réparer. À 17 ans, ma belle-fille avait plus de cran que la plupart des adultes. J'ai tendu la main, je lui ai serré la sienne. Fier de toi, Anna. On peut aller manger une glace ? Absolument. Nous sommes allés au glacier local, avons commandé des coupes de glace ridicules dont nous n'avions pas besoin, et nous nous sommes assis dehors dans le froid de février, prétendant que tout était normal. Parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. Après 3 semaines à vivre à l'hôtel, j'ai reçu une invitation que j'avais oubliée. Le dîner annuel des anciens de Pinehurst Ridge, honorant les membres qui étaient au club depuis plus de 20 ans. En tant que directeur, je devais y assister et prononcer un discours. Normalement, Allison m'aurait accompagné. Cette année, j'y suis allé seul. La salle de bal était bondée, peut-être 150 personnes en tenue de cocktail, réseautant et se remémorant des souvenirs. J'ai serré des mains, fait la conversation, et évité les questions sur Allison avec une déviation bien rodée. Puis je l'ai vue, Amanda Pierce. Elle se tenait près du bar, riant de quelque chose qu'un des membres plus âgés disait, une flûte de champagne à la main. Les mêmes cheveux auburn, le même sourire éclatant, mais plus âgé maintenant. Des rides autour des yeux qui la rendaient en quelque sorte plus jolie. Amanda avait été ma petite amie à l'université. La fille que j'avais failli demander en mariage avant que nous obtenions notre diplôme et que la vie nous emmène dans des directions différentes. Elle avait déménagé à Charlotte pour ses études supérieures. J'avais accepté un poste à Raleigh. Nous avions promis de rester en contact et ne l'avions pas fait. C'était il y a 20 ans. Elle m'a vu et son expression est passée de la surprise à quelque chose de chaleureux. Elle s'est excusée, s'est approchée. Malcolm Bradford. J'ai entendu dire que tu dirigeais cet endroit maintenant. Amanda Pierce. J'ai souri. Un sourire sincère pour la première fois depuis des semaines. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Mon père reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière ce soir. Je me suis dit que je devais venir. Elle a fait un geste vers la foule. Je n'aurais jamais pensé te voir ici, cependant. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu étais dans l'hôtellerie d'entreprise à Atlanta. C'était il y a une éternité. Je suis revenu en Caroline du Nord il y a 8 ans. J'ai pris ce poste et je me suis marié. J'ai entendu. Ta femme est là ce soir ? La question flottait dans l'air, chargée d'histoires et de complications présentes. J'ai décidé d'être honnête. Séparé. En plein divorce, en fait. Son expression s'est adoucie avec compréhension, pas de pitié. Je suis désolé, c'est dur. Ça l'est, mais c'est aussi nécessaire. J'ai fait une pause et j'ai demandé, et toi ? Divorcé il y a 3 ans. Pas d'enfant. Une séparation à l'amiable. Il voulait déménager à Seattle pour le travail. Je voulais rester près de ma famille. Nous voulions des choses différentes. Elle a haussé les épaules, buvant une gorgée de champagne. C'est la vie. Nous avons parlé pendant le dîner, rattrapant 20 ans par bribes entre les discours et les applaudissements. Elle était maintenant architecte paysagiste. Elle travaillait sur des projets de parcs publics dans les Carolines. Elle vivait à Asheville, mais rendait visite à ses parents à Raleigh tous les mois. Elle ne s'était jamais remariée. Sortait de temps en temps, se concentrait sur sa carrière. Après la fin de la cérémonie de remise des prix, nous nous sommes retrouvés sur la terrasse surplombant le 18e trou. La même terrasse où tout avait implosé au gala 3 semaines auparavant. C'est ici que c'est arrivé, ai-je dit doucement. Où mon mariage a pris fin. Tu veux en parler ?
Étonnamment, je le voulais. Je lui ai raconté toute l'histoire. Les captures d'écran de William. Les 6 mois de planification. Le toast de Kyle. Mon départ. Amanda a écouté sans jugement, hochant simplement la tête de temps en temps. Tu as géré ça avec plus de grâce que la plupart ne l'auraient fait, a-t-elle finalement dit. Ça ne semblait pas gracieux. Ça ressemblait à de la survie. Parfois, c'est la même chose. Elle a regardé le parcours assombri. Pour ce que ça vaut, le Malcolm que j'ai connu à l'université aurait fait une scène. Tu as grandi. J'ai dû. Quand on élève les enfants de quelqu'un d'autre, on apprend la patience. Nous sommes restés là dans un silence confortable. Le genre qui n'existe qu'entre des gens qui se sont autrefois bien connus. Finalement, Amanda s'est tournée vers moi. Je suis en ville jusqu'à la fin du week-end. Voudrais-tu prendre un café? Juste comme de vieux amis qui rattrapent le temps perdu, rien de plus. J'ai hésité, mais seulement une seconde. J'aimerais beaucoup. Bien. Elle a souri, a sorti son téléphone. Donne-moi ton numéro. Nous avons échangé nos coordonnées, nous sommes dit au revoir avec une étreinte qui a duré juste un peu plus longtemps qu'amicalement. En retournant à l'hôtel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Pas pour une romance. Pas encore. Mais l'espoir que la vie après Allison pourrait contenir quelque chose de bon. Que les chapitres à venir pourraient être meilleurs que ceux qui étaient derrière. L'enveloppe est arrivée à mon hôtel un jeudi matin. Réexpédié du club. Papier de couleur crème, écriture élégante, pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte, debout près de la fenêtre. Le café refroidissant sur le bureau. Scott Daniels et Beth Morrison vous convient cordialement à leur cérémonie de mariage. Je l'ai regardé longuement. Scott, l'ex-mari d'Allison, l'homme qui avait abandonné William et Anna à sa dépendance, allait se marier, et il m'invitait. La cérémonie était prévue pour le 15 avril, dans 2 mois. Lieu, une petite chapelle à Apex, réception dans un vignoble. Écrit à la main en bas, Malcolm, cela signifierait énormément pour moi si tu te tenais à mes côtés. Tu as montré à mes enfants ce qu'un père devrait être. Scott. Mon téléphone a sonné. William. Papa, tu l'as reçu? L'invitation? Oui, je viens de l'ouvrir. Il m'a demandé d'être son témoin. La voix de William portait des émotions compliquées. Je sais que c'est bizarre, mais il a vraiment changé. Il est sobre depuis 5 ans, travaille au centre de désintoxication, aide d'autres personnes à devenir clean. Je veux soutenir ça. Alors tu devrais, ai-je dit sans hésitation. Tu n'es pas contrarié? Pourquoi serais-je contrarié? Scott est ton père, William. La biologie compte. S'il fait des efforts pour être meilleur, cela mérite d'être reconnu. William est resté silencieux un moment. Maman pète les plombs. Elle a découvert qu'il t'avait invité toi et pas elle. Elle a dit que c'était une trahison. Bien sûr qu'elle l'avait dit. Dans l'esprit d'Allison, l'histoire de la rédemption de Scott était une autre chose qui lui avait été enlevée. Elle avait tourné la page, reconstruit sa vie après que sa dépendance ait détruit leur mariage. Maintenant, c'était lui qui prospérait alors qu'elle s'effondrait. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. Que c'est le mariage de Scott. Le choix de Scott. Elle n'a pas aimé cette réponse. J'en étais sûr. J'ai de nouveau regardé l'invitation. Dis à Scott que je serai là. Vraiment? Vraiment. Et William? Je suis fier de toi pour avoir gardé un esprit ouvert à propos de ton père. Cela demande du courage. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un texto directement à Scott. Honneur de me tenir à tes côtés. Félicitations pour tes 5 ans et pour Beth. Sa réponse est venue rapidement. Merci, mon frère. Ça signifie tout. Mon frère. Le mot pesait lourd. Scott et moi avions construit quelque chose d'inattendu au cours des 2 dernières années. Un respect mutuel né de l'amour partagé pour les 2 mêmes enfants. Il les avait laissés tomber une fois, mais était déterminé à ne pas les laisser tomber à nouveau. Cela méritait d'être reconnu. Cet après-midi-là, j'ai pris un café avec Amanda. Nous nous voyons une fois par semaine depuis le dîner des anciens.
veillant à garder les choses platoniques, juste de vieux amis qui se reconnectent. Mais il y avait quelque chose là, un courant sous-jacent qu'aucun de nous n'abordait directement. Scott Daniels m'a invité à son mariage, lui ai-je dit en remuant du sucre dans mon café. Amanda a haussé les sourcils. L'ex-mari de ta femme t'a invité à son mariage? Bientôt ex-femme. Et oui, apparemment je suis son témoin. C'est soit très mature, soit très bizarre. Peut-être les deux. Je lui ai montré l'invitation. Il a travaillé dur pour reconstruire sa relation avec William et Anna. Je respecte ça. Tu es un homme meilleur que la plupart, a dit Amanda en m'étudiant. La plupart des gars en voudraient à l'ex de leur femme, surtout dans ta situation. Le ressentiment demande de l'énergie. Je n'en ai pas Scott essaie. C'est plus que ce que fait Allison. Amanda a posé sa tasse. Son expression est devenue plus sérieuse. Je peux te poser une question personnelle. Vas-y. Est-ce que tu vas bien? Vraiment bien? Parce que tu sembles remarquablement calme pour quelqu'un qui traverse un divorce. J'ai réfléchi à la question. Est-ce que j'allais bien? La plupart du temps, oui. Certaines nuits, allongé dans une chambre d'hôtel qui sentait le nettoyant industriel, je ressentais la perte comme un poids physique. Mais dans l'ensemble, j'allais de l'avant. Je vais bien parce que je l'ai vu venir, ai-je finalement dit. J'ai eu 6 mois pour faire mon deuil tout en prétendant que tout allait bien. Au moment où ça a explosé, j'avais déjà fait le travail difficile de laisser partir. Ce n'est pas facile. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est mieux que l'alternative. J'ai croisé son regard. Et toi? Ton divorce. C'était à l'amiable comme tu l'as dit ou c'était la version polie? Elle a souri légèrement. La version polie. La vérité, c'est qu'il m'a trompé. Je l'ai découvert, j'ai demandé le divorce, j'ai pris la moitié de tout et j'ai déménagé à Asheville pour recommencer. Il m'a fallu 2 ans pour ne plus être en colère. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça m'a fait réaliser que je préférais être seul qu'avec quelqu'un qui ne valorise pas l'engagement. Elle a fait une pause. C'est ce qui s'est passé avec Allison? Elle ne le valorisait pas? Elle valorisait l'idée de l'engagement plus que la réalité. Quand la réalité est devenue ennuyeuse, elle a cherché ailleurs. C'est sa perte, a simplement dit Amanda. Nous avons fini notre café, sommes sortis sur le parking. Avant de monter dans sa voiture, Amanda s'est tournée vers moi. Je vais dire quelque chose et tu peux l'ignorer si tu veux, mais je pense que tu devrais savoir que te revoir après toutes ces années, ça m'a rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de toi à l'université. Tu es stable, Malcolm. Tu es présent. C'est rare. Mon cœur a fait quelque chose de compliqué. Amanda, Je ne demande rien, a-t-elle interrompu doucement. Tu es toujours mariée, toujours en train de digérer. Je voulais juste que tu saches que quand tu seras prêt, si ça t'intéresse, j'aimerais voir où ça pourrait nous mener. Sans pression, sans attente, juste une possibilité. Elle est montée dans sa voiture et est partie, me laissant debout sur le parking avec une invitation à un mariage dans une main et la possibilité de quelque chose de nouveau dans l'autre. L'audience préliminaire a eu lieu un mardi pluvieux de mars. Robert m'avait préparé minutieusement, répond directement aux questions, reste calme, n'entre pas dans le jeu des appels émotionnels d'Allison. Le juge examinerait nos requêtes déposées et rendrait des décisions initiales sur la garde temporaire et le gel des avoirs. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Boiserie et néon, une poignée d'autres affaires attendant avant la nôtre. Allison était assise de l'autre côté de l'allée avec James Pritchard, refusant de me regarder. Elle avait perdu du poids, son tailleur flottait sur elle. Lorsque notre affaire a été appelée, nous nous sommes approchés de la barre. La juge Patricia Whitmore avait la soixantaine, les cheveux gris tirés en arrière, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Elle a examiné le dossier avec une efficacité bien rodée. Monsieur Bradford, vous demandez la garde principale de l'enfant mineur, Anna Bradford, âgée de 17 ans. Oui, votre honneur. Anna a exprimé une nette préférence pour résider avec moi. Elle séjourne actuellement avec moi et ce, depuis 1 mois. Madame Bradford, quelle est votre position? La voix d'Allison tremblait. Votre honneur, ma fille est influencée par son beau-père. Je suis sa mère. Sa place est avec moi.
Anna est-elle au tribunal aujourd'hui? Elle est à l'école, votre honneur, a répondu Robert. Mais nous avons une déclaration sous serment signée de sa part indiquant sa préférence. La juge Whitmore a lu le document, puis a regardé Allison. Madame Bradford, votre fille a 17 ans. En Caroline du Nord, sa préférence a un poids considérable. À moins que vous ne puissiez présenter des preuves d'aliénation parentale ou de conditions dangereuses, ce tribunal est enclin à honorer ses souhaits. Mais il l'a monté contre moi. Le sang-froid d'Allison s'est fissuré. Il lui a empoisonné l'esprit. Madame Bradford, maîtrisez-vous, a dit fermement la juge. Présentez des preuves ou acceptez l'arrangement temporaire. James a posé une main sur le bras d'Allison, lui a murmuré quelque chose. Elle s'est tue, des larmes coulant sur son visage. Le juge a continué, la garde temporaire d'Anna Bradford est accordée à Monsieur Malcolm Bradford en attendant l'audience de divorce finale. Maintenant, concernant les biens matrimoniaux. Robert a présenté notre cas, le contrat de mariage, la clause d'infidélité, les virements documentés à Kyle Harrison. Le juge a écouté, posant occasionnellement des questions. Madame Bradford, vous avez transféré environ $2500 d'un compte joint à Monsieur Kyle Harrison sur une période de 8 mois. Quel en était le but? C'était un prêt, votre honneur. Il avait des difficultés financières. Avez-vous informé votre mari de ces virements? Non. Mais Monsieur Harrison a-t-il remboursé ses prêts? Allison a hésité. Pas encore, mais il le fera. Avez-vous une reconnaissance de dette? Une quelconque documentation des conditions du prêt? Non, votre honneur. C'était entre amis. La juge Whitmore a enlevé ses lunettes, a regardé Allison avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Madame Bradford, transférer des fonds matrimoniaux sans la connaissance ou le consentement du conjoint est problématique. Combiné aux preuves d'infidélité émotionnelle, ce tribunal trouve des motifs pour appliquer la clause d'infidélité du contrat de mariage. Votre honneur, s'il vous plaît. Le domicile conjugal restera la seule propriété de Monsieur Bradford. Les comptes de retraite seront divisés à 70/30 en faveur de Monsieur Bradford. Madame Bradford restituera tous les fonds transférés ou Monsieur Harrison fera l'objet d'une poursuite civile. Le véhicule au nom de Monsieur Bradford reste sa propriété. Allison sanglotait ouvertement maintenant. James a essayé de la réconforter, mais elle l'a repoussé. Madame Bradford, a dit la juge, son ton s'adoucissant légèrement. Vous aviez des choix. Vous les avez faits. Voici les conséquences. La séance est levée. Audience finale prévue pour le 15 juin. Le marteau est tombé. En sortant du palais de justice, je n'ai ressenti aucun triomphe, juste de l'épuisement. Allison s'était autodétruite et j'avais été celui qui tenait l'allumette. Ou peut-être qu'elle la tenait depuis le début et que j'avais simplement cessé d'essayer de l'éteindre. Robert m'a tapé sur l'épaule. Ça s'est bien passé. La juge Whitmore ne se prononce pas souvent de manière aussi décisive lors des audiences préliminaires. Ça ne ressemble pas à une victoire. C'est parce que vous êtes une personne décente, Malcolm. Mais décent ne veut pas dire paillasson. Vous vous êtes protégé, vous et votre fille. C'est ce que font les pères. Je suis retourné au club, je me suis plongé dans le travail, j'ai examiné les demandes d'adhésion, planifié le calendrier des tournois de printemps, tout pour éviter de penser au visage d'Allison dans cette salle d'audience. Mon téléphone a vibré vers 4 heures. Un texto d'Amanda. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu. Garde temporaire accordée. Bien majoritairement sécurisé. Tu veux de la compagnie pour dîner? Sans attente, juste un soutien amical. J'ai hésité, puis j'ai tapé. J'aimerais beaucoup. Louis JS à 19h. À tout à l'heure. Peut-être que Robert avait raison. Peut-être que me protéger ne me rendait pas cruel. Peut-être que ça me rendait juste assez intelligent pour savoir quand s'éloigner du feu. Le mariage de Scott était tout ce que le mien et celui d'Allison n'avaient pas été. Petit, intime, honnête. 40 personnes dans une chapelle surplombant un vignoble. Bette dans une simple robe crème. Scott en costume bleu marine. Tous deux rayonnant d'un bonheur durement gagné. Je me tenais à côté de William à l'hôtel, regardant Scott réciter les vœux qu'il avait écrits lui-même. Je promets d'être présent chaque jour, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile.
Je promets de te choisir. De nous choisir. De choisir la vie que nous construisons ensemble. Les mots frappent différemment quand on a vu quelqu'un échouer à tenir ses promesses, puis se battre comme un diable pour devenir quelqu'un qui pourrait les tenir. À la réception, Scott m'a pris à part. Merci d'être ici, de te tenir là-haut. Je sais que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, ai-je dit, honnêtement. Tu es un homme bon maintenant. C'est ce qui compte. Je ne l'ai pas toujours été. Tu as comblé les vides que j'ai laissés. Tu as élevé mes enfants quand je ne le pouvais pas, sa voix s'est étranglée. Je ne cesserai jamais de t'en être reconnaissant. Nous sommes restés là. Deux hommes qui aimaient les mêmes enfants, qui avaient tous deux été mariés à la même femme, qui avaient trouvé une fraternité inattendue dans les décombres. Ce sont des enfants formidables, ai-je dit. Facile à aimer. Plus tard, en dansant avec Amanda, qui était venue en tant que ma cavalière, j'ai surpris William qui nous regardait de l'autre côté de la pièce. Il a souri, m'a fait un pouce en l'air. Anna était à côté de lui, riant de quelque chose que la nièce de Beth avait dit. Ils avaient l'air heureux. C'était suffisant. Tu penses à ton propre mariage, a taquiné Amanda. Le divorce n'est même pas encore finalisé. Une chose à la fois. C'est juste. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Mais quand tu seras prêt, je ne vais nulle part. 3 semaines plus tard, l'audience finale du divorce s'est déroulée avec un minimum de drame. Allison n'a pas contesté les termes. La juge Whitmore a signé les papiers et, comme ça, 8 ans se sont dissous dans des documents légaux. En sortant du palais de justice, j'ai vérifié mon téléphone. Un email de l'agence d'adoption du Texas. Objet, demande réactivée. Ma main tremblait en l'ouvrant. Avec le divorce finalisé et la preuve de revenus et d'un logement stable, ma demande pour Mia avait été réactivée. Délai estimé, 3 à 4 mois. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement. Mia aurait sa famille après tout. Décembre est arrivé avec une pluie froide et la saison la plus chargée à Pinehurst Ridge. J'ai emménagé dans une maison en octobre. 3 chambres, un petit jardin, de la place pour tout le monde. Anna avait son propre espace décoré exactement comme elle le voulait. La 3e chambre attendait, peinte en jaune, des peluches alignées sur les étagères. Mia est arrivée un mardi. L'assistante sociale l'a amenée à la maison à 15 heures. Cette petite fille de 8 ans avec des traits sombres et des yeux immenses, serrant un ours en peluche usé. Elle avait l'air terrifiée. « Salut, Mia », ai-je dit en m'accroupissant à son niveau. « Je suis Malcolm. Je t'ai écrit. » Elle a hoché la tête, n'a pas parlé. « Voici ta sœur, Anna », ai-je continué. Anna a fait un signe de la main, souriant doucement. « Et voici Amanda. Elle m'a aidé à préparer ta chambre. »« Tu veux la voir ?» a demandé Anna. Mia a de nouveau hoché la tête. Anna lui a pris la main, l'a fait entrer. Je les ai regardés disparaître dans le couloir. J'ai entendu la voix excitée d'Anna expliquer où tout se trouvait. Amanda m'a serré l'épaule. « Tu l'as fait. Nous l'avons fait. » L'assistante sociale m'a tendu des papiers, m'a expliqué la période de placement d'essai, a programmé des visites de suivi. Je l'entendais à peine, trop concentré sur le son de la petite voix de Mia parlant enfin, demandant à Anna des informations sur l'éléphant en peluche sur le lit. Ce soir-là, après que Mia se soit endormie dans sa nouvelle chambre, je me suis assis sur le porche arrière avec Amanda. Elle était de plus en plus présente au cours des derniers mois, construisant soigneusement des relations avec Anna et maintenant Mia. Rien de précipité, rien de forcé, juste une présence constante. « Tu penses qu'elle s'adaptera bien ?» a demandé Amanda. « Elle le fera. Les enfants sont résilients. » Je lui ai pris la main. « Merci d'être là pour tout ça. Où d'autre serais-je ? » Une voiture s'est garée devant. William, rentré de l'université pour les vacances d'hiver. Il est venu par l'arrière. A souri en nous voyant. Elle est là. Elle dort à l'étage. Chambre jaune. Je peux jeter un coup d'œil. Vas-y doucement. Il est entré. J'ai entendu ses pas dans les escaliers, le léger grincement de la porte de Mia qui s'ouvrait et se fermait. Quand il est revenu, ses yeux étaient humides. Elle a l'air si petite dans ce grand lit. Elle grandira dedans.
William s'est assis sur les marches du porche, à regarder le jardin. Tu sais, quand maman a tout détruit, je pensais que notre famille était finie. Mais nous ne sommes pas finis. Nous sommes juste différents. Meilleurs, peut-être. Absolument meilleurs. Anna a appelé depuis l'embrasure de la porte. Elle avait écouté. Nous nous sommes choisis les uns les autres. Ça compte plus que la biologie. Elle avait raison. Cette famille, construite sur des morceaux brisés et des secondes chances, maintenue par le choix et l'engagement, était plus forte que tout ce que la biologie pouvait créer. Mon téléphone a vibré. Un email d'Allison. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Pas depuis la finalisation du divorce. Objet, je suis désolé. Je l'ai ouvert. Malcolm, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais je devais dire ça. Je suis désolé. Pas pour m'être fait prendre, pas pour avoir tout perdu, mais pour avoir jeté quelqu'un qui m'aimait vraiment. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Les enfants méritaient mieux. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu as trouvé la paix. Tu l'as mérité, Allison. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai levé les yeux vers les personnes sur mon porche. William, Anna, Amanda. Mia dormant à l'étage. C'était ma famille maintenant. C'était la paix. J'ai tapé en retour, je te pardonne. Porte-toi bien. Puis j'ai rangé mon téléphone et j'ai recommencé à vivre.